Un homme rencontre deux hommes sur son chemin, en train de casser, de transporter de la pierre. Il demande au premier, euh, il demande au premier ce qu'il fait. Il lui répond: Ouais, vous savez, je casse puis je transporte de la bière. Il demande au second qu'est-ce qu'il fait. Et le second casse et transporte de la pierre comme le premier. Il dit: Moi, vous savez, monsieur, je construis des cathédrales. Eh bien, on est passé en Occident de constructeurs de cathédrales à tailleurs de pierre. Dans la critique morale, il y a une notion très importante. On peut comprendre que l'on va d'abord s'attaquer à la tradition morale, à l'Occident, et à ce qui définit l'Occident. On va s'attaquer de façon prioritaire au christianisme. D'abord à son héritage moral chrétien et son origine chrétienne. Il faut dire aussi que la culture a nécessairement une perspective sur le monde et sur les autres cultures. Dans la contre-culture, on dira souvent: Qui est-on pour juger? Dernier retour sur la contre-culture. D'abord, si l'on revient maintenant à notre tableau, si la contre-culture, comme nous l'avons dit, c'est l'égalité, c'est que la culture est hiérarchique, au sens étymologique du terme, pouvoir sacré ou hiérarchie morale, une certaine hiérarchie morale. Au Québec, il faut concevoir qu'il y a certains exemples. Les accommodements raisonnables, par exemple. Si nous sommes tous égaux, on ne devrait pas faire de différence ou d'accepter des accommodements. Les accommodements démontrent la friction entre deux cultures qui ont des prérogatives différentes. Donc, on fait des régimes d'exception dans la loi, on fait deux lois en fonction de la race et de la religion. On institutionnalise la discrimination et le racisme contre nous-mêmes. Et ça aussi, c'est une forme de racisme. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que, à long terme, il y a ressentiment et montée de la violence. Et les médias se moquent de la grande masse qui s'exprime comme elle peut. D'avoir vu je ne revenais pas. J'ai rembarqué dans l'autobus puis j'ai dit, ça se peut-tu? Aller briller à quatre pattes sur un tapis. Chez nous, on refuse que nos enfants se promènent avec un couteau, on refuse que les femmes soient battues, on refuse l'esclavagisme, on refuse que nos enfants, et même nous, les adultes, dans les églises, qu'on ait une tuque, un chapeau, une calotte. On doit respecter les règles que, bon. Elle démonise certains groupes identitaires comme la meute qui, à ma connaissance, n'ont pas fait aucun acte violent. Ce soir à JE. Ça va pas avec nos coutumes, ça va pas avec nos valeurs. On préférerait pas voir ça chez nous, finalement. Une incursion dans l'univers de la droite radicale au Québec. La culture des autres, personnellement, j'en ai rien à foutre. Qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, représentent-ils une menace réelle? C'est un beau racisme. C'est même un racisme toléré à la mode que cette discrimination. Les affaires indiennes, par exemple. Il faut juste se poser la question, si on remplace Ligue des Noirs, par exemple, est-ce que je pourrais mettre Ligue des Blancs? Et s'il y a une culpabilisation, c'est qu'il y a une certaine négation, une certaine culpabilisation qui a réussi. Le gender neutral, la neutralité des genres dans les toilettes ou les 64 pronoms qui sont une absurdité qui n'a aucun fondement. En tout cas, du moins, il faudrait que quelqu'un me l'explique parce que ça ne fait aucun sens. Il y a une différence entre le sexe et le genre, et la théorie de base est à des années-lumière de ce qu'elle est devenue. C'est devenu une absurdité. Mais la question est, qu'est-ce qui arrive si on supprime ces éléments dérangeants, si l'on supprime ces
ces différences irritantes que l'on perçoit parfois comme des barrières entre les hommes, comme l'ONU le propose dernièrement. Et l'ONU, à mon sens, et c'est mon opinion personnelle, est devenu le plus grand danger au monde libre. Eh bien, c'est la séparation des individualités. Plus rien qui ne relie un homme à un autre. Ils sont arreligere au sens étymologique de ce qui relie les hommes en tant qu'êtres. Et ce sont des masses que l'on voit apparaître au lieu d'une communauté. Une collectivité, le collectif versus le communautaire. Ouais, c'est l'individualisme en opposition au communautaire. C'est la perte de l'horizontalité des connexions entre les individus. C'est l'individualisme ultime, mais cet individualisme-là ne peut exister que dans un régime collectivisme. La masse en opposition au peuple ou au démos. C'est donc à la perte du sens commun que le radicalisme contre-culturel tend. J'ai trouvé par hasard, il y a quelques jours, le terme qui décrit l'autre extrême et qui risque de prendre des visages semblables. Ben, c'est d'abord dans un discours de Jordan Peterson, avec qui je suis généralement d'accord, mais pas sur ce point. Et le terme est attribuable à l'école de Francfort. C'est celui de radical individualism, l'individualisme radical. La meilleure façon de montrer l'abstractabilité de l'individu, c'est le dilemme du tramway, à mon sens. Ben, c'est l'expérience de philosophie que vous connaissez peut-être. J'ai une personne sur une rail et 4 personnes sur l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Moralement. Ben, la personne rationnelle semblera dire d'emblée qu'elle choisit les 4 sur l'unité. Vraiment? Et c'est là précisément l'erreur de considérer des personnes abstraites. Qui sont ces personnes sur ces rails? C'est de considérer que le nombre l'emporte sur la qualité, sur l'identité de ces personnes sur la rail. Et sont-ils vraiment tous de la même valeur? Et si c'est mon enfant qui est sur la rail? Si le seul est mon enfant? The mother was lucky enough to be able to reach the child in the particular position and pull her out from underneath the train and back onto. Et si les 4 sur la rail, par exemple, sont des meurtriers, des tueurs de masse, des mass shooters, des tueurs en série ou des meurtriers d'enfants, est-ce que notre choix est le même? On peut penser, et c'est seulement à titre d'exemple, à Guy Turcotte, à Bissonnette, à Charles Manson, peu importe. Qui choisit alors? Ben, le choix instinctif, si l'on veut être honnête, c'est de sauver mon enfant. Parce que précisément, c'est lui qui m'est signifiant. Ou le plus signifiant. Et c'est peut-être la réponse la plus rationnelle que d'incorporer une certaine part d'intériorité. L'universalisme, le non-attachement, l'abstraction ultime de l'être humain glisse dans le paradoxe que toute personne devient insignifiante. Je n'ai plus raison de sauver personne intérieurement. Ce sera justement un acte déontique dénué d'intérieur et d'authenticité. Et si encore ce sera la loi du nombre et non plus la qualité des individus. L'individu devient signifiant dans le relativisme moral, dans l'individualisme radical. En somme, la société ne sera qu'une masse anonyme. Et quelle raison, quelle motivation aurais-je de travailler alors pour mon prochain? De payer mes impôts afin de favoriser les malheureux de ce monde? Sera-t-il encore mon prochain ou simplement une autre solitude? Ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas un règne de paix qui est annoncé ou un règne de liberté. C'est au contraire. En fait, l'individu ne peut exister que dans une structure sociale. L'individu ne peut être reconnu que dans un contexte social, donc dans une culture. C'est donc à un nouvel ethos auquel nous sommes conviés, forcés, et qui sera exclusif.
plus exclusif qu'aucun autre. C'est une conséquence logique, puisque si tout éthos particulier est fait de culture, elle doit toutes les nier selon son agir, selon sa morale. Cela suppose un combat non entre deux morales distinctes, mais contre toute morale particulière. C'est le programme de l'ONU, présentement, que cette universalisation, mais pensons à ce qui est impliqué. Il faut un État pour rendre effectif cette nouvelle éthique, et qui sera donc totalitaire. L'État devra gérer nos valeurs. Je pense que la liberté religieuse est sur ses derniers temps. Cela suppose aussi le collectivisme, comme je l'ai dit, c'est-à-dire rien pour l'individu, tout pour l'État. Cela suppose aussi de renverser l'éthos dominant et l'éthos le plus fort. Enfin, ce rêve égalitarien, qui est le cauchemar de l'homme libre, l'homme signifiant, ne combat pas pour la diversité en fin de compte. Il vise au contraire alors à renier les différences culturelles signifiantes. Dans ce système, il n'y a plus de signifiance à être en société parce que les morales individuelles se seront éteintes. Rome est tombée quand le Romain a cessé de se reconnaître dans son prochain. C'est le déclin de l'Occident. Cette universalisation risque de nous rendre étrangers l'un l'autre. N'oublions pas un certain héritage occidental, le combat mené pour la reconnaissance de l'individu, non son abnégation. La reconnaissance de l'individualité est un acquis culturel de l'Occident. Il faut donc constater notre échec moral. Il faut donc voir où nous avons manqué. Il y a une impasse d'un retour à la nature et d'une nécessité à la culture du fait d'être en société, malgré ce danger. Une part de la culture est d'apprendre à surmonter nos différences sans les nier, de façonner, de créer un nouvel ethos, comme sous Martin Luther King. Mais il faut dépasser notre être, il faut se réinventer, ce qui suppose un exploit, une révolution culturelle qui est éternellement à refaire, que l'on mélange les démos. Nous avons besoin de nos différences pour être signifiants. La contre-culture, ce n'est pas de rajouter des pierres à l'édifice social, mais d'en enlever. En conclusion, le concept de contre-culture est d'abord une clé de lecture des phénomènes sociaux qu'il faut prendre en compte, mais qui demande que nos intellectuels se réengagent plus profondément dans la culture, que l'on recommence à réfléchir comme culture et non en tant que donnée. J'avoue avoir un préjugé favorable au christianisme pratique parce que comme ethos, il était à la fois universel. Il était possibilité de dépassement non violent du démos. Il reconnaissait l'importance des individualités et proposait une gestion de la violence. Il n'était pas une paix passive, mais je dirais insignifiante, une paix vide. J'esquisse encore difficilement la culture à venir. D'une part, la culture occidentale dans son état présent est à repenser. C'est indéniable. Elle a des éléments d'échec qu'il faut constater. Mais elle a aussi des éléments d'une richesse absolument incroyable qu'il ne faut pas laisser à l'amnésie des siècles. Il faut peut-être maintenant réinventer la culture en philosophe au lieu de la conquérir en brut. Bref, il nous faut, comme disait Platon, des chefs philosophes. Eh bien, si vous avez aimé mon vidéo, comme toujours, je vous invite à souscrire afin d'être notifié des nouveaux vidéos qui vont sortir, à partager afin de faire connaître les idées, c'est la meilleure façon, et à aimer comme feedback. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est toujours agréable et je vais prendre en considération tous vos commentaires pour les futures vidéos.